Merci beaucoup, Pénélope. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir répondu présent durant toute la durée de cette troisième édition du Festival Imprimé. Merci également à nos invités, avec lesquels, durant la petite heure que nous avons devant nous, nous échangerons sur la protection des sources, un principe indispensable à la pratique du journalisme, mais qui a été maintes fois bousculé, remis en question et mis à l'épreuve. Je suis journaliste chez Médiane, où nous travaillons sur les médias indépendants engagés sur la presse libre. Le rôle de notre rédaction est de raconter cette presse, en partant à la rencontre de celles et ceux qui les font, les fondateurs et fondatrices de médias, et celles et ceux qui les défendent aussi. Car cette presse, elle se défend, en aidant justement de nouvelles voix, de nouveaux médias à émerger, à investir l'espace médiatique. Ça passe aussi par la construction d'un modèle économique viable qui assure un avenir à ces structures et à celles et ceux qui les animent. Il convient également, dans ce même temps, de protéger les droits des médias, de protéger les droits des journalistes, leur assurer une indépendance éditoriale et d'être payés correctement aussi, leur permettre d'enquêter, d'interroger, de révéler des informations. La presse indépendante, la presse locale aussi, doit pouvoir y participer, malgré parfois des moyens plus limités, et parmi ces droits, justement, la protection des sources. Un principe indispensable, d'une part, ô combien précieux, car nombre d'enquêtes dont les informations d'intérêt public n'auraient pas pu exister sans le témoignage de sources qui acceptent de prendre des risques, à la fois pour leur vie personnelle, mais aussi leur vie professionnelle. Mais ces risques-là, en principe, sont justement limités par le droit qui les protège. Le parcours de l'information, confidentiel ou non, entre la source et le ou la journaliste, se doit d'être protégé des embûches et des obstacles. Il se doit d'être un chemin sûr et fiable afin de garantir pour le public, citoyen et citoyenne, que la presse peut révéler sans être inquiétée ce qui dérange des intérêts aussi puissants soient-ils. Enfin, parler de mise à l'épreuve n'est pas juste une formule pour faire joli ou dramatique. L'actualité en a été maintes fois le rappel. En 2018, par exemple, en pleine affaire, ce qu'on a appelé l'affaire Benalla, le président de la République regrettait qu'en France, on avait une presse qui ne cherchait plus la vérité. Mais à ce jour, force est de constater que cette recherche de la vérité, cette quête visiblement importante aux yeux du gouvernement, n'est pas toujours tranquille. Journalistes, médias, représentants de la profession se retrouvent alors en première ligne pour rappeler l'importance de ce principe-là, lorsque Valentino Berti, par exemple, alors journaliste chez Quotidien, est interrogée par la DGSI sur la source de documents classés secret défense qu'elle possède, quand des médias locaux, comme Mediacité par exemple, sont traînés en justice pour leurs enquêtes. Ou quand, par exemple, la journaliste Arène Lavrieux, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, voit son domicile perquisitionné dans le cadre de son travail sur l'action militaire française en Égypte. Transition toute trouvée. J'en viens donc à mes invités. Arène Lavrieux, je le disais, vous êtes journaliste, vous travaillez principalement pour le média Disclose, mais vous avez aussi travaillé pour d'autres rédactions. Vous avez travaillé pendant plusieurs années en Égypte en tant que correspondante et vous avez acquis une certaine expertise, notamment sur la vente internationale d'armes. C'est un sujet que vous continuez de couvrir aujourd'hui. Et pour Disclose, vous avez été à l'origine de révélations sur un possible détournement par l'Égypte d'une opération de renseignement française et qui vous a causé quelques ennuis. Nous allons en parler. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. J'ai également le plaisir de recevoir Pauline Delmas. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste à Sherpa depuis 2023. Vous travaillez en tant que chargé de contentieux et plaidoyer. Vous travaillez sur la liberté d'expression et la protection du secret des sources des journalistes. Et vous avez d'ailleurs travaillé par le passé au sein d'une association d'aide aux lanceurs d'alerte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je précise, comme l'a rappelé Pénélope au début, que comme l'ensemble des tables rondes précédentes, nous aurons un temps d'échange pour que vous, le public, puissiez également poser des questions à nos invités. Pour commencer, Arène Lavrieux, j'en parlais dans mon introduction, vous avez travaillé sur l'opération Sirli. Est-ce que vous pourriez préciser succinctement, si possible, de quoi il s'agit et ce que vous avez découvert ? Donc, l'opération Sirli, c'est une opération militaire secrète qui a commencé en 2016 en Égypte. C'est l'armée française qui a, sur ordre du gouvernement français, a offert ses services à la dictature égyptienne, offert des hommes, des militaires et un avion, du renseignement militaire pour permettre à l'armée égyptienne de surveiller sa frontière. À l'origine, l'idée, c'était de voir s'il y avait des mouvements terroristes
Et en fait, l'armée égyptienne a utilisé ces informations pour tuer des civils. Elle repérait des contrebandiers qui passaient la frontière pour faire du trafic de cigarettes, mais aussi parfois de denrées alimentaires. L'armée égyptienne estimait que voilà, c'était illégal, donc il fallait les tuer sans autre forme de procès. Voilà, c'est des crimes, potentiels crimes contre l'humanité. Et la France ne s'est pas contentée de donner cette aide pendant quelques mois, quelques jours. Ça a duré des années, donc de 2016 au moins jusqu'en 2021 et peut-être encore jusqu'à l'heure actuelle, puisque le ministère des Armées estime qu'il n'a pas fauté dans cette affaire et qu'il n'a pas transmis des informations qui ont pu être utilisées contre des civils, alors que les documents qu'on a révélés prouvaient le contraire. Voilà. Mais le ministère des Armées n'a pas apporté les preuves au public que tout allait bien. Voilà, donc cette histoire-là qu'on a publiée en 2021 donc sur le site internet de Disclose et en documentaire sur France 2, nous a valu un certain nombre d'ennuis, puisque le ministère des Armées a porté plainte contre X. Et ensuite, des juges ont été saisis, la DGSI a été saisie, donc c'est les services de renseignement français, qui ont pendant un certain nombre de mois, peut-être d'années, ont été dépêchés pour surveiller les journalistes de Disclose. Et ça a abouti à la perquisition de mon domicile, mon placement en garde à vue en septembre dernier, donc pendant 2 jours. À Marseille, puisque je vis à Marseille. Et voilà, donc l'objectif de tout ça, c'était peut-être un peu de me faire peur à Disclose, mais surtout, c'était de trouver les sources qui avaient informé Disclose de cette opération. L'objectif, c'était pas de trouver qui avait autorisé, qui avait fauté dans la chaîne de commandement de l'État, et combien éventuellement de victimes il y avait en Égypte. Non, ça, c'était pas du tout l'objectif, mais c'était vraiment de traquer les sources, donc les personnes qui Ça, avaient... c'est quelque chose qu'on vous a dit très clairement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous déduisez ou... Ah non, ça a été très très clair, ça a été presque les premiers mots. En entrant chez moi, les personnes de la DGSI, les agents de la DGSI et la juge d'instruction m'ont dit, bon, bah, si vous nous montrez tout de suite où sont les documents, ça ira plus vite. C'était quand même assez clair qu'ils ne venaient pas pour une visite de courtoisie. Voilà, ils ont enrobé leur audition d'un certain nombre de questions philosophiques sur est-ce que vous êtes capable de mensonges ou que pensez-vous du droit à l'information, etc. Mais l'essentiel de l'audition, c'était effectivement pour essayer de savoir qui étaient les sources. Et cette perquisition, est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Vous l'aviez dit, par exemple, le ministère des Armées avait porté plainte dans la foulée des révélations. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose en train de monter, de venir, ou est-ce que ça a été une surprise en septembre quand vous avez vu On savait qu'il y avait une information judiciaire d'ouverte depuis 2022, il me semble, donc déjà 1 an avant. Ensuite, on s'attendait à une convocation par la DGSI, donc dans les locaux des services de renseignement à Paris, puisque déjà 5 autres collègues de Disclose en fait, ont déjà été convoqués dans des enquêtes similaires, dont une enquête sur les ventes d'armes françaises qui ont servi contre des civils au Yémen. Donc on avait une petite habitude, on s'était préparé avec l'avocate de Disclose. Voilà, donc on savait que la perquisition, la garde à vue faisait partie des options qui étaient possibles pour le gouvernement. On savait aussi, moi je reste, tous les journalistes de Disclose risquent 5 ans de prison, hein, c'est ça, le code pénal pour divulgation du secret de la défense nationale. Donc ça fait partie aussi des possibilités de l'éventail des possibilités. Maintenant, ça n'en reste pas moins que ce qu'ils ont fait est un cap assez incroyable et très grave dans la gradation des attaques contre les journalistes, contre la liberté d'informer. Donc même si on savait sur le papier que ça pouvait se produire, ça n'en reste pas moins un coup de pression énorme
à la fois dans le fond et dans la forme, parce que quand j'étais à Marseille, c'était pas des gentils garçons. On m'a mis dans une cellule où il faisait super froid, j'étais malade, j'avais pas accès aux médicaments. On a fait en sorte que j'ai pas accès aux médicaments, j'avais pas accès aux toilettes. Alors bon, vous me direz comme tous les gardés à vue de Marseille, mais néanmoins, moi j'étais accusée d'avoir simplement fait mon travail en fait. Donc il y avait aussi une volonté de mettre la pression, que je sois la plus faible possible pour que pendant les auditions, je puisse parler et leur livrer les fameuses sources. Pauline Telmas, je me tourne vers vous. Ce genre d'épisode que vient de nous raconter Ariane Lavrieux, c'est de nature à vous inquiéter. Et qu'est-ce qu'il représente ? Alors déjà oui, totalement, c'est très inquiétant. Et ce que ça représente, c'est une très belle illustration des dérives qu'il y a ces dernières années en termes de ce qu'on peut parler d'un rétrécissement de l'espace civique, où on va essayer d'aller attaquer des associations, des journalistes, des militants, des lanceurs d'alerte, dans une logique qui porte atteinte aux libertés publiques, quoi. Et je pense que peut-être qu'il faut d'abord quand même faire un petit pas en arrière sur pourquoi est-ce qu'on s'interroge sur le secret des sources et pourquoi est-ce qu'on est là à vouloir protéger le secret des sources. C'est parce que c'est pas un privilège des journalistes, c'est pas une espèce de passe-droit dont ils auraient besoin sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Le secret des sources, il faut toujours garder en tête cette espèce d'axiome de base: pas de source, pas d'information. Pas d'information, pas de démocratie. Enfin, c'est aussi simple que ça, et c'est la CEDH qui l'a dit, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Le secret des sources, c'est la pierre angulaire de la liberté de la presse, et c'est pour ça qu'il est censé être protégé. Et aujourd'hui, le principe en droit français, c'est que le secret des sources est protégé. Les journalistes sont censés avoir le droit de ne pas divulguer leurs sources. Tout le problème, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est qu'il y a des exceptions, et que ces exceptions, elles sont centrées autour d'une notion très floue, qui est la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public, qui est ce qui a été mis en œuvre dans le cas d'Ariane Lavrieux, et qui en fait laisse énormément de latitude, et donc de risque d'arbitraire, au pouvoir public. Vous avez trouvé ma transition. Justement, quelles sont les exceptions ? Parfois, on parle de secret défense, de secret des affaires. Est-ce que ça, par exemple, ce sont des motifs suffisants pour remettre en question l'anonymat des sources des journalistes ? Bah oui, ma détention, ma garde à vue, ma perquisition, tout ça a été très légal. Ça a été rendu possible par une loi qui existe depuis 2010, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui porte le nom de Rachida Dati, l'actuel ministre de la Culture. Et donc, à l'origine, le but, c'était de protéger la protection des sources. Plein de bonnes intentions. Et puis, ils ont mis une petite exception, comme le disait Pauline, où vous avez le droit de porter atteinte, de placer en détention, de forcer un journaliste à donner ses sources ou d'utiliser de diverses méthodes pour récupérer les sources d'une journaliste au nom d'un impératif prépondérant d'intérêt public. Et évidemment, comme personne ne l'a défini, c'est un ou une juge qui va décider qu'est-ce que c'est ça. Le secret défense, ça fait partie, pour la juge, la justice, de ce genre d'impératif. Et donc, effectivement, dès que vous touchez au secret défense, même si vous avez révélé une information d'intérêt général, même s'il va y avoir une enquête après, même si vous allez faire progresser la société, qu'importe, ça reste du secret défense. Et donc, du coup, vous pouvez être poursuivi par la justice en toute légalité, si je puis dire. Voilà, mais je laisse pour les autres exceptions. Non, mais exactement. Enfin, c'est l'exception centrale. En fait, ce que nous dit la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, telle qu'elle a été modifiée par la loi Dati de 2010 qu'évoquait Ariane, en fait, il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Voilà ce que nous dit la loi. Le problème, c'est que c'est assez flou, qu'à la base, c'est une notion qui nous vient de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est très bien, mais que la Cour européenne des droits de l'homme elle-même ne l'a pas définie, cette notion, et laisse à chaque fois au cas par cas aux États membres le soin de voir ce que c'est. Et en pratique, cette notion d'intérêt prépondérant d'intérêt public, ça va être le magistrat qui décide de la mesure de contrainte, qui va lui-même arbitrer si en l'espèce il y a un impératif prépondérant d'intérêt public. C'est-à-dire que c'est l'autorité qui va finalement
prendre cette décision et qui en même temps va la mettre en œuvre, sans le contrôle en amont d'un juge indépendant qui pourrait décider de si c'est justifié ou pas. Et c'est d'autant plus un problème que, donc, a priori, en amont, il n'y a pas moyen de contrôler si la juge d'instruction, en l'espèce, ou n'importe quel juge qui prendrait une décision comme ça, avait raison de le faire ou non. Et en aval, une fois que la mesure a été mise en œuvre, dans les cas comme dans celui d'Ariane, en fait, si je ne me trompe pas, tu n'es pas partie au dossier, tu n'as pas accès au dossier. Ah oui. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'ensuite, il n'y a pas de voie de recours. C'est-à-dire que je sais peut-être si c'est moi qui pars dans des délires de juriste, mais en fait, concrètement, à partir du moment où on prend une mesure comme ça, il faudrait au moins ensuite que le journaliste puisse la contester et faire des recours contre ça. Et tout ce que le journaliste peut faire, c'est demander à ce que ce qui a été saisi ne soit pas versé au dossier. Mais si le juge décide ça n'a pas marché. Voilà, je laisse du coup Ariane raconter ce qui s'est passé dans son cas. Non, mais effectivement, donc on a un petit privilège en tant que journaliste, c'est que la juge d'instruction vient perquisitionner chez vous pour s'assurer, m'a-t-elle dit, que tout se passe bien dans les règles. Et donc voilà, j'ai retrouvé donc les agents de la DGSI qui regardaient mes ordinateurs, utilisaient leur logiciel de cybersurveillance pour analyser tous mes mails, les récupérer et après faire delete sur leur petite corbeille en me disant on ne garde rien sur nous, on va prendre que des informations, des emails, des documents qui sont utiles pour l'enquête. Donc on a le droit de contester le fait qu'ils prennent des éléments, des carnets de notes par exemple, pour le verser au dossier, sauf que derrière, une semaine après, le juge des libertés et la détention a dit non, l'impératif prépondérant d'intérêt public s'applique toujours. Bon, il y a 2-3 pièces là, vous pouvez les sortir du dossier, mais sur 10 pièces qu'ils avaient prises chez moi, et ils en ont gardé 7. Donc c'était une manière de dire, de toute façon, le secret défense écrase tout. Et donc voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Et effectivement, je ne suis pas mise en examen pour le moment. Donc je n'ai accès à rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'ils ont arrêté l'instruction, s'ils continuent, s'ils vont m'auditionner, s'ils me surveillent toujours, si je suis placée sur écoute ou pas. Je sais que j'ai été surveillée avant la perquisition, puisque je l'ai lu sur le PV de perquisition. Mais voilà, maintenant, je n'en sais pas plus. Donc peut-être demain, dans une semaine, je vais recevoir une convocation par la juge et je serai mise en examen. Peut-être que ce sera dans 15 ans, tant que l'instruction est ouverte. Voilà, il n'y a pas de limite. Et il y a 0 recours. Alors, évidemment, on ne s'est pas arrêté là quand même. On s'est un peu révolté avec la profession, avec Reporters sans frontières, avec les organisations de journalistes. On a saisi l'ONU. Le rapporteur pour la liberté d'expression a écrit au gouvernement français. Le Conseil de l'Europe a interpellé la France. On a interpellé aussi le défenseur des droits, la défenseuse des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. À chaque fois, la France a dit non, en fait, déjà, on ne peut pas commenter parce que c'est la justice, et 2, en fait, la France protège très bien la liberté d'expression, la liberté de la presse, on a des super textes, des super lois, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est ça la réponse que nous a faite pour le moment le gouvernement, l'ambassade de France, etc., à l'ONU. Donc, voilà, je suis dans le flou total. La seule personne, pour le coup, qui est encline à revoir cette histoire d'impératif prépondérant d'intérêt public, c'est Rachida Dati, puisque j'ai eu une discussion brève, mais il y a un petit mois, et elle me disait qu'effectivement, ce serait bien d'évaluer sa propre loi, que c'était quelque chose à laquelle elle était favorable. Qui a 10 ans, voilà, ils avaient voté cette loi-là, mais qu'aujourd'hui, ce serait bien de faire une petite évaluation. Je vais vous la faire en 2 minutes, cette évaluation. Il y a eu 17 journalistes depuis qui ont été convoqués par la DGSI pour ces motifs-là, d'impératif prépondérant d'intérêt public, parce qu'ils attentaient à la sécurité nationale. Il y a une journaliste en 2014 qui avait fait un article sur les failles de la lutte contre l'islam radical. Hop, direction DGSI. Donc il y a eu tout un tas de journalistes comme ça pendant des années qui ont été inquiétés parce qu'il y a une loi qui le permet. Donc effectivement, ce serait une bonne idée de l'évaluer. La bonne nouvelle, c'est que la ministre de la Culture est pas contre. Après, est-ce que ce sera effectivement suivi des faits? Ça, je ne sais pas. Donc on entend le point de vue des journalistes, vous l'avez dit, vous êtes là un peu dans le flou, mais il y a aussi la source qui sont aussi concernés par ces situations-là.
Dans ce genre de cas, que peuvent faire les médias, les journalistes? Est-ce que vous pouvez accompagner les sources? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez garantir leur sécurité ou non? Sur l'aspect juridique, je te laisserai peut-être plus répondre sur la protection des lanceurs, lanceuses d'alerte. Mais effectivement, à Disclose, le média Disclose a mis en place des outils pour pouvoir contacter le média de manière sécurisée. C'est-à-dire il y a un téléphone, un numéro Signal par exemple via l'application Signal, et on a une petite boîte qui s'appelle Secure Box où vous pouvez envoyer des documents et nous on ne sait pas qui vous êtes, on ne peut pas savoir votre identité, et donc là, si jamais le flux est intercepté, si jamais des autorités interceptent ce qui se passe, eh ben, elles ne pourront pas savoir non plus votre identité. Voilà, donc ça passe aussi par des moyens de communication, de transmission de l'information qu'a mis très tôt en place Disclose. Voilà, ça peut être une première réponse. Et sur le plan juridique, ben oui, il y a une loi qui protège les lanceurs d'alerte aujourd'hui en France. Malheureusement, elle est loin d'être parfaite. Et l'un des aspects sur lesquels on le voit particulièrement, c'est, pour en revenir à la question du secret défense, c'est qu'il y a plusieurs secrets qui sont exclus du périmètre de l'alerte. C'est-à-dire que si vous lancez l'alerte sur des faits qui sont couverts par l'un de ces secrets, vous ne serez pas protégé par le statut de lanceur d'alerte. Et je vous le donne en mille, l'un de ces secrets, c'est le secret défense. Donc concrètement, la source d'Ariane Lavrieux dans ce dossier ne pourrait pas se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte, puisque les faits qui lui sont reprochés sont couverts, enfin la divulgation des faits qui lui est reprochée sont couverts par le secret défense. Donc on a une difficulté là-dessus. À part ça, ça reste quand même un statut prometteur par certains aspects, parce qu'on parlait tout à l'heure du secret des affaires. Pour le coup, le secret des affaires ne fait pas obstacle à l'alerte, et un lanceur d'alerte qui signalerait des faits couverts par le secret des affaires serait protégé par son statut. Quand je dis protégé, ça veut dire concrètement qu'on n'a pas le droit de le licencier, par exemple. C'est une protection très axée sur le droit du travail. Et il y a aussi, sous certaines conditions, une protection contre des poursuites pénales ou civiles. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails de juristes techniques, mais voilà, c'était pour quand même dire que les lanceurs d'alerte, c'est un statut qui est prometteur par certains aspects, mais qu'on retombe quand même toujours sur ce problème des secrets qu'on multiplie pour essayer de quand même limiter au maximum ce périmètre protecteur, parce qu'à part le secret défense, on ne peut pas non plus être couvert par le statut de lanceur d'alerte quand on lance l'alerte sur des faits couverts par le secret de l'enquête et de l'instruction. Et ça, c'est quand même assez important quand on pense aux faits de violence policière, par exemple. Et aussi par tout ce qui est secret médical, secret avocat-client, qui sont aussi exclus du périmètre de l'alerte. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Je redonne la parole à Owen. Vous avez parlé notamment des exceptions, et le gouvernement a été interrogé plusieurs fois sur votre cas, Ariane Lavrieux. Il y avait notamment Olivier Véran, qui était invité de l'émission À l'air libre, émission de Mediapart, et qui avait expliqué que la justice était indépendante et dans son rôle. Lorsque vous avez entendu ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il a techniquement raison? Je trouve ça un peu triste que la France, qui se dit être un des pays amis de la liberté de la presse, n'ait aucun commentaire à faire sur le fait qu'en 2023, une journaliste passe 2 jours en prison pour son activité. Qu'on se cache derrière des arguments c'est la justice, laissons la justice faire son travail. Oui, bien sûr. Enfin, le ministre de la Justice est l'ancien avocat Julian Assange. Donc, il y a un moment donné, ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas une question auquel ils ont réfléchi. Donc, ils ont fait le choix de dire ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas une question. C'est légitime qu'une journaliste passe 2 jours en prison, soit perquisitionnée, et qu'on essaye de faire pression sur elle pour qu'elle livre les informations de son média. Donc ça m'a assez atterrée, inquiétée, et il y a un immense mépris, non seulement à notre endroit, mais aussi à l'endroit de la société, en fait, parce que c'est une manière de dire, bon, on s'en fout un peu des gens qui informent les journalistes. Pauline Delmas, vous êtes d'accord?
Oui, bah, non, mais je suis d'accord. Enfin, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les principes, mais le pendant de la liberté d'informer des journalistes, c'est le droit du public à savoir. Et ça, je trouve que le signal là-dessus, il est assez clair, et on considère que finalement, sur toutes ces questions de secret défense, bah, le droit du public à savoir, on s'assoit un peu dessus. Il y a un autre épisode qui a interpellé récemment, c'est celui de l'article 4 du European Media Freedom Act, Disclose notamment, mais aussi Investigate Europe, Follow the Money, ont révélé le dessous des négociations qui ont lieu, et nous avons appris que la France, côté d'autres États, a milité en ce qui concerne la surveillance des journalistes pour qu'une clause d'exclusion explicite, on a déjà parlé de ces clauses d'exclusion, pour des raisons de sécurité nationale. Est-ce que peut-être vous pourriez un peu expliquer en quoi ça consistait et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors pour refaire un petit peu le film, ça s'est passé à la fin de l'année dernière. Au niveau de l'Union européenne, il y avait une loi très importante qui était en train d'être discutée, négociée. C'était la première loi européenne sur la liberté des médias. Parce qu'en ce moment, en Europe, vous avez peut-être vu qu'il y a quelques soucis au niveau sur ce terrain-là, notamment en Pologne, ou en Pologne ou Hongrie, où les gouvernements essayent de contrôler, censurer les médias, utilisent des logiciels espions contre les journalistes qui dérangent. Et donc, il y a eu une volonté de protéger un peu tout ça. Et puis, la France s'est dit, tiens, quelle bonne idée, on va en profiter pour nous permettre d'utiliser des logiciels espions contre les journalistes. Et donc, pendant des mois, ils ont fait pression au sein du Conseil de l'Union européenne, donc c'est là où se réunissent tous les États pour discuter du texte, pour introduire une petite dérogation et dire, donc il y avait un article qui disait, on n'a pas le droit de toucher à la protection des sources, comme dans la loi 2010 de Dati. Puis ils ont dit, ah si, attendez, on a le droit de toucher à la protection des sources au nom de la sécurité nationale. Ah bah du coup, c'est quoi la sécurité nationale ? Ça va être, on va estimer par exemple en pleine pandémie, voilà, quelqu'un qui fait une enquête sur un, je sais pas, un restaurant qui respecte pas l'interdiction, c'est une atteinte à la sécurité nationale. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut, c'est des définitions très très larges que d'un pays à l'autre, dont d'un pays à l'autre les définitions sont très floues. Et donc on a fait cette enquête-là, on a publié ces révélations. La France a été obligée de faire un petit peu machine arrière. Avec elle avait l'Italie, notamment de Meloni, de l'extrême droite. Et ils ont un peu édulcoré ce texte, cette dérogation. Et donc, il n'y a plus écrit texto dans le texte. On peut porter atteinte au secret des sources et voilà, à la liberté d'informer, pour faire court, au nom de la sécurité nationale. Mais cette notion reste quand même dans le texte. Et surtout, le texte tel qu'il a été voté permet encore l'utilisation des logiciels espions contre les journalistes. Donc, c'est-à-dire des logiciels, c'est pour permettre de lire ce qu'il y a sur vos téléphones, vos emails, vos SMS, même si vous utilisez des logiciels cryptés. Et donc, ces logiciels espions, on pourra les utiliser dans le cadre d'enquêtes judiciaires sur une trentaine de délits. Et par exemple, il y a la corruption, l'atteinte à la propriété privée. Donc s'il y a une enquête en cours, là où, je ne sais pas, il y a une affaire de corruption à la mairie de Bordeaux, et que moi j'enquête là-dessus, eh bien voilà, on pourra utiliser, un juge pourra décider, une autorité indépendante pourra décider, oui, il y a un intérêt à mettre un logiciel espion dans le téléphone d'Ariane Lavrieux, parce que ces sources peuvent nous intéresser pour mener notre enquête sur la corruption. Voilà. Donc c'est très très vague, très très large. Ça introduit une brèche et voilà, cette loi a amélioré un certain nombre de choses pour la liberté des médias en Europe en général et notamment contre la concentration des médias. Mais sur ce point-là qui nous occupe aujourd'hui, pour vous protéger, vous, et pour que vous puissiez continuer de transmettre des informations à des médias d'investigation, là on a pris un sacré coup dans le nez. Et Sherpa a notamment appelé à ce que cette dérogation soit clairement retirée. Sherpa est aligné avec effectivement l'idée de faire retirer cette dérogation, et finalement elle a été retirée, mais comme disait Ariane, ça ne suffit pas en fait, parce que de manière générale l'exception de sécurité nationale, c'est quelque chose sur lequel l'Union européenne laisse beaucoup de liberté aux États de faire un peu ce qu'ils veulent avec ça, quoi.
Est-ce que vous avez été surprise de la réaction du gouvernement, de la position de la France sur ce sujet-là? Et qu'est-ce que ça veut dire justement cette position-là sur la question justement de la protection des sources, l'avis du gouvernement sur ce sujet-là? Non, je ne suis pas très surprise parce que si on regarde justement avec précision ce qui se passe depuis quelques années sur le terrain de la liberté de la presse en France, on n'est pas très surpris. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron qui dit dès le début de son mandat que les médias ne cherchent plus la vérité. Donc par ses paroles, il donne un feu vert aussi aux autorités pour s'attaquer en fait aux journalistes, puisqu'ils ne cherchent pas la vérité. Donc on est un peu tous des délinquants finalement. Et il y a ensuite eu donc des paroles, et puis il y a eu des actes. Il y a eu pas moins de 17 journalistes donc, qui ont été convoqués par la DGSI depuis la première élection d'Emmanuel Macron pour leur activité journalistique uniquement. Il y a eu pas moins de une trentaine d'arrestations de journalistes, souvent dans des manifestations, mais pas que, quand ils couvraient des reportages, quand ils allaient faire des reportages à la frontière, notamment sur les migrants. Même dans mon coin, à Marseille, des collègues qui font des reportages sur des militants écologistes qui sont arrêtés, qui se font faire des contraventions simplement parce qu'ils couvrent une manifestation de 20 personnes qui n'est pas tout à fait autorisée. Et voilà, donc il y a un climat global depuis un certain nombre d'années. Peut-être qu'on n'a pas assez prêté attention, nous, en tant que journalistes, qu'on n'a pas fait gaffe, mais il y a un climat assez délétère à la fois dans les paroles et dans les actions des autorités. Et c'est intéressant parce que vous parliez justement aussi de la presse locale, des médias locaux. Cette question de la protection des sources, c'est loin de concerner uniquement les rédactions nationales, les grandes rédactions internationales aussi. Ça concerne aussi des petites structures locales qui ont besoin d'enquêter sur ces sujets-là. C'est important pour elles. Oui, des structures locales, des médias nationaux. Je voyais qu'à France 3, ici, sur les luttes, les manifestations contre l'autoroute A69, France 3 n'arrivait même pas à filmer. Ils étaient empêchés par les autorités, les forces de l'ordre, certains ont été violentés, il a fallu qu'un rapporteur de l'ONU dise excusez-moi, le gouvernement français, on a un petit problème là, il faudrait laisser les journalistes travailler, s'il vous plaît. Et sur le niveau local aussi, je pense que c'est important d'aborder ce qui s'est passé pour le média normand Le Poulpe, parce que ça nous permet aussi d'évoquer un autre point, parce que là, on a beaucoup parlé des interférences de l'État, et notamment de la sécurité nationale et tout, dans les violations du secret des sources, mais malheureusement, c'est plus large que ça. Et ce qui s'est passé avec cet exemple, c'est qu'en fait, il y a un petit média d'investigation normand qui s'appelle Le Poulpe, qui avait sorti une enquête qui questionnait la dépollution qui avait été mise en œuvre sur un site local par l'entreprise Valgo. Et cette entreprise locale n'était pas contente de l'article que Le Poulpe avait sorti et s'était un peu demandé qui étaient leurs sources. Et au lieu de les attaquer sur je ne sais quel fondement de droit de la presse, où ils n'auraient probablement pas gagné, parce que bonjour l'impératif prépondérant d'intérêt public, pour le coup ça va être plus difficile à justifier, ce qu'a fait cette entreprise Valgo, et c'est là où on voit aussi comment les acteurs du privé peuvent porter atteinte au secret des sources, c'est qu'ils sont allés attaquer un de leurs concurrents. C'est-à-dire Valgo, entreprise, a attaqué un concurrent, un de ses propres concurrents. Je crois que c'était une entreprise qui s'appelait Trolleti. Et ils les ont pas attaqués frontalement, si j'ose dire. Ils ont fait une action en justice qu'on appelle non contradictoire. C'est-à-dire ils ont demandé une ordonnance sur requête. Ils sont allés voir le tribunal de commerce. Ils ont, sur un fondement de droit commercial, je crois que c'était de la concurrence déloyale, ils ont demandé au président du tribunal de commerce de les autoriser à envoyer des huissiers aller saisir des documents au siège de cette entreprise Trolleti pour prouver que cette entreprise se livrait bien à des actes de concurrence déloyale. Donc jusque-là, on a l'impression qu'on est vachement dans la vie des affaires, sauf que les documents qu'ils ont demandé à saisir, c'était toutes les correspondances entre cette entreprise Trolleti et le média Le Poulpe. Et du coup, on avait vraiment une atteinte indirecte au secret des sources, et ça a marché, hein. Ils ont eu leur ordonnance, et Le Poulpe s'est retrouvé avec un huissier qui s'est pointé chez eux et leur a demandé de récupérer tous ces éléments
sur la base d'un fondement de droit commercial. Donc c'est vraiment un exemple intéressant parce qu'on voit pour le coup que la question de la protection du secret des sources et les atteintes qui peuvent y être portées, ça va au-delà des acteurs étatiques, c'est aussi les multinationales et les entreprises locales qui s'en saisissent, et ça peut concerner non seulement des grands médias ou des grands journalistes ou des gens très connus, mais aussi des petits médias locaux, avec cette espèce de détournement de l'arme judiciaire pour porter atteinte au secret des sources. Ouais, peut-être juste un dernier truc, j'y pense, parce que y a les journalistes locaux, leurs sources sont aussi localement, et donc elles sont en danger. Enfin, ces journalistes sont encore plus menacés. Je pense à des collègues en Bretagne et pas que, qui racontaient les menaces directes physiques, où on démonte les pneus, on démonte... chez un collègue, ils étaient venus carrément dans sa maison, et ils avaient fait extraction dans sa maison pour lui faire peur. Et donc, il y a des... Enfin, pour moi, c'est quasiment du terrorisme contre les journalistes. Le but est d'intimider, de faire peur sur des journalistes qui enquêtent dans des sujets qui dérangent. En général, c'est lié à l'environnement, à l'écologie et aux pouvoirs locaux. Et c'est encore plus difficile pour ces journalistes-là parce qu'ils travaillent dans des petites rédactions, ils sont souvent indépendants et ils sont sur leur territoire. Donc ils ne peuvent pas partir comme ça. Moi, je suis basée à Marseille, mais je travaille sur des sujets nationaux, internationaux. J'ai le soutien d'un média qui est quand même important, etc. Et donc, je ne me sens pas menacée à ce point dans ma vie. Mais c'est encore plus difficile aujourd'hui de faire de l'investigation locale, comme le font les collègues de Splan en Bretagne, par exemple. On a parlé à plusieurs reprises de clause d'exclusion et du fait que cette notion était peut-être un peu floue, mais aussi la raison, enfin, les autorités nationales sont souvent chargées de devoir trancher justement précisément sur ce flou-là. Est-ce qu'il y a un possible conflit d'intérêts lorsqu'on considère le fait que c'est souvent ces autorités-là qui doivent trancher sur le flou, qui peuvent aussi faire l'objet d'enquêtes, de révélations? Est-ce qu'on peut parler là de conflit d'intérêts? Oui, enfin, je pense que ça va même au-delà du conflit d'intérêts. Pour reprendre l'exemple du secret défense, il y a une directive qui dit on n'a pas le droit d'utiliser le mot secret défense, le label secret défense, pour des motifs illégitimes et arbitraires. C'est une directive de 2021, il me semble. Et donc, en fait, ils se sont fixés eux-mêmes des règles qu'ils n'appliquent pas. C'est effectivement eux-mêmes, c'est l'État, le gouvernement qui va décider qu'est-ce qui est de secret défense, qu'est-ce qui n'est pas secret défense. Et finalement, il n'y a personne pour les contrôler. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, comme il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est la porte ouverte à tous les abus. Je pense que plus que de parler de conflit d'intérêts, moi je dirais que ce qu'il faudrait, c'est vraiment sortir du flou. Enfin, qu'en fait, c'est par l'instauration de dispositions volontairement floues qu'on ouvre la porte à l'arbitraire. Et on parlera peut-être des solutions, mais il y a, dans les pistes à creuser là-dessus, il y a effectivement l'idée de venir encadrer ça beaucoup plus précisément. Et il n'y a rien de juridiquement impossible à ça. Parlons-en, justement, des solutions. Sherpa a notamment participé aux États généraux de la presse indépendante. Et dans le cadre de cette initiative-là, vous avez formulé un certain nombre de propositions. Est-ce que vous pourriez peut-être nous les présenter, nous expliquer en quoi vous considérez qu'elles sont importantes et utiles ? Tout à fait. Alors en fait, donc les États généraux de la presse indépendante, je sais pas, j'imagine que plusieurs fois ça a été évoqué dans cette journée. Moi, je suis arrivée un petit peu comme une fleur, mais pour rappel, c'était plus d'une centaine de médias et d'organisations de la société civile qui se sont réunis pour faire des propositions pour réformer, sauver le droit à l'information. Parmi ces propositions, effectivement, on a travaillé tous ensemble sur des moyens de mieux protéger le secret des sources. Et la première chose à faire, c'est de venir préciser comment et sous quelles conditions on a le droit de porter atteinte au secret des sources, à supposer qu'on admette qu'on a le droit de porter atteinte au secret des sources, ce qui se débat. Mais si on considère que le secret des sources n'est pas absolu et que sous certaines conditions on peut y porter atteinte, à ce moment-là, il faut que ce soit mieux défini et que cette notion trop floue d'impératif prépondérant en intérêt public soit mieux encadrée. Par exemple, la Belgique a fait un choix plutôt que de laisser une notion floue comme ça et de laisser les juges décider au cas par cas, ils ont listé précisément
les infractions pour lesquelles on pouvait porter atteinte au secret des sources. Et de mémoire, c'est que des choses assez graves. C'est des crimes, viols, terrorisme, qui sont punis par plusieurs années d'emprisonnement. Voilà, et c'est uniquement dans ces cas précis-là, et sous d'autres conditions, qu'on peut mettre en œuvre des mesures qui vont porter atteinte au secret des sources. Donc une piste à explorer en France, ce serait ça. D'ailleurs, en fait, ça a déjà été le cas. En 2016, il y a une loi qui est passée qui s'appelait la loi Bloch, et elle ambitionnait notamment de réformer à peu près en ce sens le secret des sources, sauf que le Conseil constitutionnel a censuré cet article-là pour différentes raisons, mais juridiquement, il n'y a absolument rien d'impossible dans le fait de légiférer à nouveau, parce que la censure du Conseil constitutionnel, elle était justement très large, et il y a pas mal de points sur lesquels le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé et qui ne poseraient pas forcément problème. Par exemple, il y avait dans cette loi l'idée de faire valider par un juge indépendant, qui n'est pas le juge d'instruction qui mène l'enquête, une perquisition chez un journaliste quand ça porterait atteinte au secret des sources. Et bien ça, cette mesure-là, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé dessus, en fait. Donc il n'y a absolument rien de juridiquement impossible à remettre ça dans la loi. Donc ça, c'est typiquement le genre de mesure qu'on préconisait. Ça changerait tout, d'avoir un garde-fou en amont. Peut-être qu'il se serait dit est-ce vraiment nécessaire et proportionnel d'aller perquisitionner le domicile d'Ariane Lavrieux. Exactement. On proposait aussi de prévoir des sanctions sévères en cas de violation du secret des sources, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais on a dit qu'il n'y avait pas de recours pour les journalistes. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire que si, le cas de Le Poulpe par exemple, si demain une personne essaye de porter atteinte au secret des sources, la seule chose qui peut se passer, c'est, si c'est une procédure pénale, c'est que la pièce en question soit annulée. C'est la nullité de la pièce. Mais il n'y a pas d'amende, par exemple, qu'on pourrait infliger à quelqu'un qui a essayé de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste. Donc, il faudrait prévoir des sanctions en cas de violation du secret des sources. Et on proposait aussi, par rapport aux lanceurs d'alerte notamment, d'élargir le champ de ce que ça recouvre, le secret des sources, pour que les organisations qui aident des lanceurs d'alerte puissent avoir une espèce de secret des sources envers les lanceurs d'alerte. Parce que si un lanceur d'alerte va voir un journaliste, il pourra être considéré comme une source et en principe être plus ou moins bien protégé. Plutôt moins que plus, puisqu'on a vu que le secret des sources n'était pas si bien encadré que ça. Mais c'est déjà une protection. Si un lanceur d'alerte va voir une association d'aide aux lanceurs d'alerte, il y a quand même une difficulté qui est que, en l'état, la loi ne prévoit pas de secret autour des infos que va avoir cette association. Et si demain, un juge prend une réquisition et demande à l'association de lui donner tout ce qui concerne ces échanges avec ce lanceur d'alerte, il n'y a pas de secret des sources que l'association pourrait opposer. Donc ça aussi, on pense que c'est quelque chose qui devrait changer et être rajouté dans la loi. Mais justement, vous avez bien fait de le faire, de rappeler ce qu'étaient les états généraux de la presse indépendante, parce que c'est une initiative qui a été lancée en parallèle des états généraux de l'information pilotés par l'Élysée. Est-ce que vous avez espoir d'être entendu, d'être écouté, de voir ces mesures-là appliquées dans la loi ? J'ai été auditionnée par les états généraux de l'information officielle, enfin la version officielle, qui est effectivement une ambition, enfin un projet du président de la République, qui est mené par notamment, enfin qui est coordonné par Christophe Deloire, qui est le président de RSF, de Reporters sans frontières, et il y a plein de groupes de travail, il y a des représentants des médias, de la société civile, il semble assez peu de journalistes, mais bon, bref. Et donc, effectivement, moi, j'ai porté exactement les mêmes idées. Je ne sens pas une opposition frontale à ces idées-là au sein des États généraux. Je sais que Reporters sans frontières porte aussi l'idée d'une réforme de la loi de 2010. Après, qu'est-ce qui va se passer de ces états généraux ? Est-ce que le gouvernement, est-ce que Emmanuel Macron va estimer que c'est une mauvaise idée ? On verra bien. Mais en tout cas, en l'état actuel des travaux, c'est dans les travaux. Ça risque d'être dans les recommandations également. On verra effectivement si c'est retenu à la fin. Oui, et ce qui est sûr, c'est que la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est quand même qu'il y a une fenêtre de tir sur ces questions-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience collective, notamment avec ce qui est arrivé à Ariane l'année dernière, de
la gravité du problème et une mobilisation des journalistes et de la société civile autour de ces sujets de violation du secret des sources, mais aussi de protection des journalistes en général. On a les États généraux de la presse indépendante. Il y a, par rapport à ce que tu disais sur Rachida Dati, qui était ouverte à revoir sa loi, il y a à l'évaluer, pourquoi pas la revoir, effectivement. Voilà. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti. Bon, les rapports parlementaires font jamais énormément de bruit, donc il n'y a pas de quoi se formaliser de ce silence, mais il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a quelques semaines, qui visait à évaluer cette loi Bloch de 2016 dont je parlais, qui prévoyait plusieurs choses pour les journalistes. Et dans ce rapport parlementaire, les députés font plusieurs propositions, et l'une d'entre elles, c'est de réévaluer la loi Dati sur le secret des sources dans le but de renforcer le secret des sources. Donc il y a quand même un début de volonté politique, au moins du côté des députés, de faire quelque chose là-dessus. Et puis, voilà, je disais, il y a la société civile, il y a les États généraux de la presse indépendante, il y a un tout nouvel observatoire français des atteintes à la liberté de la presse qui s'est créé, l'OFALP, qui est une association qui regroupe des journalistes indépendants et des organisations de la société civile. Pour, et des citoyens. Vous pouvez adhérer d'ailleurs. Exactement. Si vous voulez. Et qui ambitionne de recenser les atteintes à la liberté de la presse, ceux incluant les atteintes au secret des sources, pour faire des propositions aux législateurs. Au-delà de la question du droit, est-ce qu'il y a aussi une question de l'indépendance économique et éditoriale des médias pour les aider justement à pouvoir continuer à publier, à travailler avec des sources, publier des enquêtes, révéler des informations? Est-ce que aussi, au-delà donc, du droit et du pure protection des sources, est-ce que la question aussi de l'indépendance éditoriale et économique des médias rentre en jeu? Bah oui, c'est le nerf de la guerre. Disclose, c'est un média qui repose sur le don. Près de 60%, c'est des dons privés, donc des gens voilà, qui lisent, qui veulent soutenir Disclose. Le reste, ça va être des fondations ou des bourses d'aide au journalisme, comme par exemple le Fonds pour la presse libre, qui aide un certain nombre de médias indépendants à se développer. On l'a vu avec Arrêt sur Image, qui a besoin d'augmenter ses abonnés et qui, face à une vague d'attaques de l'extrême droite et de tout un tas de groupes racistes ces derniers jours. Et pour répondre à ces attaques, en fait, il faut payer des avocats, il faut mettre en place tout un tas d'outils, ça coûte de l'argent. Et nous, il a fallu payer aussi des avocats, renouveler mon téléphone, enfin voilà. Donc c'est effectivement, on est des médias en plus soumis à une pression super forte, à des attaques de plus en plus violentes, et qui n'avons pas des millions d'euros d'assises financières. Mais la différence, je pense, avec d'autres médias plus installés, c'est qu'il y a aussi, on sent une volonté dans la population, chez les gens, de nous soutenir, parce que justement, ils voient aussi, enfin, j'espère, hein, peut-être si vous êtes là, c'est un peu aussi une preuve, mais vous voyez l'intérêt de notre métier, c'est qu'on ne fait pas ça juste pour remplir des cases, pour remplir un journal, c'est qu'on a envie d'avoir un impact aussi sur la société qui soit un peu positif. On ne vend pas juste des chocolats, quoi. Et l'indépendance des médias, c'est l'indépendance économique pour pouvoir sortir le journal, mais c'est peut-être aussi l'indépendance des rédactions et des journalistes par rapport à l'actionnaire et par rapport au pouvoir d'argent. Et ça, c'est aussi un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de mobilisation ces derniers temps, depuis l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD contre toute la vie de la rédaction. Et ces derniers mois, il y a eu beaucoup de débats autour d'une proposition de loi qui visait à donner un droit d'agrément, c'est-à-dire donner aux journalistes d'une rédaction la possibilité d'accepter ou non le directeur de la rédaction qu'on leur proposerait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup défendu à Sherpa, sans succès pour le moment, puisque la proposition de loi n'est pas passée. Oui, mais ça infuse quand même, parce qu'à Marseille, pour revenir toujours au centre du monde, il y a la Provence qui a fait grève, toute la rédaction qui a fait grève il y a quelques semaines, parce que justement l'actionnaire principal avait décidé de se séparer du directeur de la rédaction, parce qu'il y avait une un peu trop irrévérencieuse à l'endroit du président Macron.
Et en fait, justement, il y avait une charte, une sorte de charte pour réclamer un droit d'agrément. Et finalement, il a été un peu pris au piège. Il a dû reprendre le directeur de la rédaction qui avait été écarté. Donc, en fait, cette crise du JDD, elle a quand même provoqué un sursaut dans des médias, y compris dans des médias locaux ou qui ne sont pas forcément du tout habitués à cette culture-là. Et on commence à avoir la mise en place de chartes éditoriales. Les Échos aussi a une forme de charte aussi pour pouvoir décider eux-mêmes de leur direction. Et même si c'est pas parfait, je pense qu'on est sur une bonne voie. Et en tout cas, il faut continuer de maintenir la pression en tant que journaliste et en tant que public, consommateur de médias, parce que voilà, si on est seul dans cette bataille, ça va pas avancer. Et d'autant plus que si cette proposition de loi n'est pas passée en commission des lois, c'est parce que l'argument qui a été beaucoup opposé, c'est les états généraux de l'information sont en cours, attendons de voir ce qui va en sortir, et peut-être à ce moment-là, ce sera plus pertinent de légiférer sur ça. Donc il faudra être vigilant au moment du rendu des états généraux de l'information, ce qui devrait intervenir au tout début de l'été, je crois. Surtout que ça, pour le coup, c'est pas du tout un sujet consensuel au sein des états généraux de l'information. Autant l'idée de la protection des sources, c'était un sujet sur lequel à peu près j'avais le sentiment qu'il y avait un consensus et qu'il y a une volonté d'améliorer la loi. La question du droit d'agrément, le fait que la rédaction ait un pouvoir de dire oui ou non en fait à celui ou celle qui la dirige, ça fait pas consensus. Donc c'est quelque chose sur lequel effectivement il faut être vigilant. Mais vous parlez de mobilisation, de prise de conscience, vous avez parlé tout à l'heure de fenêtres de tir. Est-ce que là vous sentez qu'il y a de réelles avancées? On a parlé de chartes notamment. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment dans la bonne direction, peut-être à condition de faire les efforts nécessaires, mais est-ce que vous avez le sentiment vraiment qu'on va quand même dans la bonne direction? C'est comme ce que disait ce matin Nassira El Modem. On a un sursaut. Il y a un sursaut là maintenant où on réalise qu'il y a un certain nombre d'attaques coordonnées de plus en plus violentes contre la liberté de la presse, qu'elles viennent de l'extrême droite, des entreprises ou des autorités. Et donc il y a une prise de conscience qui est réelle. Maintenant, il va falloir passer à la suite. Moi, ça fait plus de 9 mois que mon affaire est arrivée. Maintenant, effectivement, l'étape d'après, c'est la mobilisation pour qu'il y ait un changement législatif. C'est une mobilisation dans des élections professionnelles de journalistes. C'est des mobilisations syndicales. Enfin, il y a plein de manières de se mobiliser. Mais clairement, si on en reste juste à l'indignation, ça va faire plouf, quoi. Donc, dans un an, on se reverra et on fera le compte. Ah, bah, on n'est plus à 17 journalistes. Là, on est à 42. Bon, et on ne va pas avancer comme ça, quoi. Mais donc là, ça me fait plaisir de vous voir parce que si vous êtes là, c'est que vous sentez qu'il y a un souci et qu'on peut agir ensemble. Mais voilà, il va falloir qu'on aille un peu plus loin et oui, qu'on s'investisse, je pense, dans des associations de défense de droit à l'information pour que des juristes se mettent autour d'une table et qu'on planche concrètement sur des lois meilleures, quoi. Dernière question. Je ne sais pas, Ariane Lavrieux, à quel point vous pouvez vous exprimer sur le sujet, mais où en êtes-vous aujourd'hui? Où en est la procédure judiciaire? Nulle part. Nulle part. Ce que je disais, je ne suis pas mise en examen, mais je peux l'être demain ou après-demain ou dans 15 ans. Donc je n'ai aucune idée d'où en est la procédure. Ça permet de maintenir une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, au-dessus du média pour lequel je travaille, Disclose. Et c'est une manière aussi de faire peur aux personnes qui souhaiteraient nous informer. Bon, de ce côté-là, c'est un petit peu raté a priori, puisqu'on a publié des enquêtes récemment sur notamment les ventes d'armes de la France à Israël. Mais voilà, je suis vraiment totalement dans le flou et je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais j'ai une petite idée quand même parce qu'il y a un journaliste, Alex Jordanov, qui a eu la même procédure que moi, perquisition, garde à vue. Lui en plus, ça dure encore plus longtemps que moi. C'était il y a 1 an. Et lui, il est mis en examen.
Donc la suite logique, ce serait que je sois mise en examen comme lui. Voilà, c'est pas, en tout cas, il ne faut pas se dire que l'affaire est terminée, pas du tout. Je suis sortie libre, mais il y a toujours la possibilité de terminer au procès, voire en détention. Merci beaucoup. Comme promis, on va pouvoir passer aux questions du public. Si vous en avez, il y a un micro normalement qui circule. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Pas d'inquiétude, pas de questions bêtes, vraiment, allez-y, n'importe quelle question, allez-y, même si vous avez une question sur le travail d'Ariane. Attends, je vais dire un truc du coup. Allons-y. Non, parce que tu parlais des solutions, et je vais faire un peu de pub, mais une manière de nous aider, en fait, c'est de s'abonner gratuitement aux médias, que les médias indépendants, le Poulpe, à s'abonner aux newsletters, à s'abonner à les newsletters de Disclose, de suivre notre travail, d'en parler autour de vous. Vous n'avez pas forcément les moyens de faire un don, et c'est pas ce qu'on vous demande, mais déjà de partager, de nous suivre, ça nous permet de nous constituer un petit bouclier aussi. Il y a une question, je ne sais pas où se trouve le micro. Et on peut en avoir un ici. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez parlé un petit peu des exemples de solutions, notamment en Belgique. Est-ce que dans la situation que vous rencontrez aujourd'hui, donc la question s'adresse au départ à Ariane, mais évidemment aussi sur la résolution ou d'autres exemples, est-ce que sur la situation que vous rencontrez, vous avez d'autres échos, d'autres exemples peut-être à l'étranger de manière dont les choses ont pu se passer et se dérouler sur ce sujet de la protection des sources ? Il y a un exemple en Angleterre qui n'est pas très rassurant, qui est l'exemple de Julian Assange, qui risque d'être extradé aux États-Unis pour avoir révélé en 2010 une vidéo qui montre des crimes de l'armée américaine en Irak. Donc c'est pas un exemple très très encourageant, mais j'ai envie de voir le positif, il y a une telle pression quand même des opinions publiques, du Parlement européen, des ONG, qui fait qu'on a vu pour la première fois depuis 10 ans Joe Biden dire il y a quelques semaines qu'ils étaient prêts à éventuellement reconsidérer la procédure contre Julian Assange. Donc la pression ne sert jamais à rien, même si ça paraît un cas désespéré, et Dieu sait que le cas de Julian Assange paraissait vraiment désespéré. Je pense ça peut être une des solutions pour aboutir. Après, sur des sujets plus proches, je ne sais pas, en Belgique, en fait, moi, franchement, on n'a pas de cas aussi violents d'atteinte à la protection des sources dans l'Union européenne. Franchement, la France, c'est un pays à part sur cette question-là. Et quand j'en parle à mes collègues en Grèce, en Pologne, etc., alors eux, ils sont attaqués de manière hyper violente avec des procès, des millions d'euros à payer, des logiciels espions, etc. Mais des attaques aussi, transparentes de l'État, pas tant, en fait. J'ai rien à ajouter. Parfait. Mais peut-être qu'on peut revenir aussi très rapidement sur l'OFALP aussi, parce que vous avez mentionné par exemple cette structure, c'est une structure très récente. Et justement, dans le cadre de ce travail de la protection des sources, il y a aussi le travail, cette structure, elle vise justement à recenser ces atteintes-là. Il y a encore aussi un travail de structuration à faire, à s'organiser en France ou ailleurs, justement, pour pouvoir recenser ces atteintes-là, déjà, d'une part, et ensuite de pouvoir travailler dessus. Oui, effectivement, l'idée, en fait, c'est parce qu'au-delà des atteintes à la protection des sources, il y a aussi tout ce qui est procédure bâillon, c'est-à-dire utiliser l'arme judiciaire contre des journalistes, que ce soit en multipliant les procédures en diffamation ou en allant utiliser des fondements comme le secret des affaires pour essayer de faire retirer un article. C'est un phénomène qui s'est vraiment multiplié ces dernières années en France et dans tout le continent européen. Et d'ailleurs, il y a un texte européen qui vient de passer là-dessus, une directive, le même jour que le règlement EMFA d'ailleurs. Mais en tout cas, quand on a essayé, les journalistes indépendants, la société civile, de commencer à aller voir le législateur là-dessus, à aller voir les pouvoirs publics en France pour dire il faut
changer la loi pour que ce soit plus aussi facile d'aller poursuivre des journalistes pour obtenir la censure, pour les faire retirer des articles qui ont déplu à des multinationales ou à des particuliers. Ce que les pouvoirs publics nous ont répondu, c'est « Oh là là, mais il n'y a pas d'éléments. Il nous faut des statistiques, il nous faut une vision du phénomène, vous nous dites que c'est ça, mais en fait, donnez-nous les éléments, donnez-nous des données, etc. » Et donc, c'est pour répondre à ce vide allégué, parce que ça se discute. Il y avait quand même des éléments, il y avait toute une coalition d'associations européennes qui travaillent sur le sujet depuis des années, qui a sorti des données, mais on va quand même aller au-delà, et l'OFALP a été créé avec pour but de recenser toutes les atteintes à la liberté de la presse pour ensuite faire des rapports et du plaidoyer et montrer la réalité du problème et obtenir un changement législatif. Voilà. Et puis c'est hyper important parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes au sein de l'État français qui ne se rendent pas compte en fait, qui ne se rend pas compte du tout de ce qui se passe au niveau de la liberté de la presse. Et ça se voit au niveau du Conseil de l'Europe où ils sont très étonnés quand d'autres pays leur disent il y a des problèmes chez vous, pourquoi il y a des journalistes qui se font tabasser par les forces de l'ordre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la France, c'est mais qu'est-ce que vous nous dites? Enfin, c'est bien plus pire en Ouzbékistan et en Géorgie. Enfin, bon, nous, on a des lois quand même. Nous, on fait partie des pays amis de la liberté de la presse. Et en fait, je pense que sincèrement, bon, alors peut-être qu'ils ne lisent pas les bons médias, mais ils ne sont pas abonnés aux bonnes newsletters, mais je pense aussi qu'ils ne réalisent pas effectivement parce qu'il y a un manque de données objectives sur le nombre de journalistes effectivement qui ont été arrêtés en France, le nombre de procédures Bayon, etc. Et donc c'est hyper important qu'on ait ce matériel un peu factuel, objectif aussi, pour qu'il y ait une prise de conscience au sein de l'État que là on dérape et qu'il faut redresser la barre rapidement. Je retente. Est-ce qu'il y a... Oui, je vois des questions. Je vois quelqu'un au fond. Il y a une question là. On peut faire circuler le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, on a parlé beaucoup du coup de la protection des sources, mais le gouvernement qui propose des lois qui devraient proposer une meilleure loi pour mieux protéger les sources. Mais bon, on voit que le gouvernement, régulièrement, les sources, au final, ça reste des cibles, quoi. Ils veulent les trouver, ils veulent savoir qui est derrière. Donc, à votre sens, entre le moment où maintenant où on n'a pas de bonne loi et on aura peut-être une bonne loi dans le futur, c'est la responsabilité de qui est responsable de protéger la source actuellement? Est-ce que c'est la source elle-même ou est-ce que c'est les journalistes qui travaillent avec cette source-là? Et c'est vraiment une question qui est, à mon sens, à se poser, quoi. Au niveau de journalistes, comment former, comment faire en sorte que les sources soient protégées en partant du principe que le gouvernement ou la police va essayer de les trouver à un moment ou à un autre. C'est vrai que moi, j'ai commencé à faire de l'enquête en Égypte, quand j'étais correspondante en Égypte, donc un gouvernement qui avait déjà toute une panoplie d'outils de cybersurveillance pour traquer les journalistes. Et je savais, par exemple, que mon téléphone était sur écoute, comme tous les journalistes étrangers. Donc il y a une petite hygiène à avoir quand on est journaliste de base, en dictature comme en démocratie, dans les manières dont on contacte les personnes. Aujourd'hui, par exemple, le logiciel Signal s'est beaucoup amélioré et on n'est pas obligé d'avoir le numéro de téléphone pour contacter quelqu'un sur Signal. On peut avoir simplement son identifiant. Ça permet de ne pas l'avoir dans son carnet d'adresse, par exemple, si son téléphone est pris ou si le téléphone de la source est pris. Il y a des messages qui sont effacés automatiquement au bout de quelques minutes ou quelques jours. Donc voilà, il y a un certain nombre de techniques. Il faut se former effectivement en tant que journaliste, que ce soit dans les écoles. Il y a pas mal d'associations qui donnent des formations. Vous trouverez aussi en ligne un certain nombre de guides. Je pense par exemple au Global Investigative Journalism Network, qui a un site en français et qui donne un certain nombre de techniques. Si vous avez accès à des informations que vous estimez d'intérêt général et que vous voulez les transmettre à un média,
il y a un certain nombre d'étapes à suivre pour vous protéger. Donc je pense que c'est un mouvement dans les deux sens. Informé comme journaliste, il faut se documenter et se former sur cette question-là. Après, malheureusement, on ne pourra pas lutter contre une surveillance d'État. Ils ont des moyens que nous n'avons pas. Donc on peut mettre en place tout un tas de procédures. Ils auront quand même un temps d'avance. Vous parliez notamment de formation, parce qu'il y a des formations aussi dans les rédactions, par exemple chez Disclose. Est-ce que vous êtes accompagné sur ces sujets-là qui peuvent avoir des conséquences plutôt importantes pour vous? Est-ce que vous êtes accompagné? Il y a un journaliste qui est un peu spécialiste de ces questions-là. Après, on n'est jamais assez formé, on n'est jamais assez précis. Et donc, mais oui, il y a un journaliste qui est spécialiste sur les questions de sécurité à Disclose. Mais voilà, il y a plein d'associations qui le font. Je pense à Nothing to Hide, qui est une association qui aide les associations aussi de défenseurs des droits humains à se protéger. Il y avait une autre question, il y a une question ici, il me semblait qu'il y avait une question là, mais... J'avais une question qui s'adresse à toutes les deux. Vous évoquiez plutôt une forme de spécificité française des attaques transparentes étatiques. Est-ce que vous auriez des idées ou des éléments, des pistes de réflexion sur pourquoi on aurait cette spécificité française, d'où elle viendrait? Alors là, je vais me transformer en éditorialiste. Je n'ai pas enquêté sur le sujet, donc franchement, je sais pas trop. Une hypothèse possible, ça peut être le caractère, les faiblesses de la démocratie française institutionnelle, où il y a très peu déjà de contre-pouvoirs, d'organes. Le Parlement est très faible, le président c'est un régime présidentialiste, et donc il y a dans la démocratie quelque chose française qui est très particulière. Et c'était un historien de la Ve République qui disait que c'était la plus autoritaire de toutes les démocraties occidentales. Donc il y a quelque chose dans les institutions, peut-être, une hypothèse à vérifier, mais qui se voit ensuite dans la pratique, dans la culture politique. Mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres explications juridiques. Non, je pense que c'est, d'un point de vue institutionnel et historique, effectivement, ça se défend tout à fait. Et une illustration sur le plan juridique, effectivement, ça fait longtemps... c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les débats de rentrée d'école de magistrats ou d'école d'avocats et tout en France, c'est l'indépendance du parquet. C'est-à-dire qu'en France, notre autorité de poursuite, elle n'est pas indépendante. Les magistrats qui vont décider des poursuites contre les gens sont dans une chaîne hiérarchique qui remonte jusqu'au ministère de la Justice, c'est-à-dire au gouvernement. Ce qui, d'un point de vue de séparation des pouvoirs, pose quand même question, parce qu'on a des magistrats qui, du coup, c'est pas tous les magistrats, il y a d'autres magistrats, ceux qui jugent dans les tribunaux, qui sont, qu'on appelle les juges du siège, et qui vont rendre les décisions, eux sont indépendants, statutairement, mais les magistrats du parquet, qui sont ceux qui décident des poursuites, mais qui sont aussi magistrats, eux ne le sont pas indépendants. Et donc, c'est une petit exotisme à la française qui nous a valu quelques arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme un peu gênants, où on nous a dit, en fait, votre parquet, il n'est pas indépendant. La moitié de votre système judiciaire n'est pas vraiment indépendant. Donc oui, c'est aussi un élément d'explication. Oui, c'est ça, c'est que la faiblesse de l'état de droit en France facilite les atteintes à la liberté de la presse. Et quand on a un gouvernement qui n'est pas forcément porté sur la protection de la liberté de la presse, les deux vannes sont ouvertes. On a encore le temps pour une autre question, s'il y en a une. Ou pas. Sinon, moi j'ai une question que je peux vous poser. Allons-y. Parce que là, on a parlé pendant une petite heure du sujet de la protection des sources. C'est, on va se le dire, un sujet
complexe, parfois c'est compliqué d'expliquer. Parfois on entend des remarques comme les journalistes seraient au-dessus des lois. Comment est-ce qu'on fait? On a parlé de sursaut. Comment est-ce qu'on fait justement pour entretenir ce sursaut-là, expliquer pourquoi c'est important de garantir cette protection des sources, pas que pour les journalistes et les sources, mais aussi pour les personnes qui nous lisent, les personnes qui ont besoin d'apprendre des informations. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois expliquer ce principe-là, pourquoi il est indépendant, pourquoi il est important? C'est vrai que sur Twitter, quand je suis sortie de garde à vue, j'avais beaucoup de messages de soutien, mais quelques petits messages qui étaient bon, ça va, c'est bon, hein, t'as fait une bêtise, maintenant il faut payer, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai fait un délit avec mes collègues, on a publié des informations confidentielles des défense. On savait que c'était un délit, c'est écrit dans la loi. Donc depuis 2021, on était en infraction, mais on l'a fait parce qu'on estimait que le droit à l'information, le droit de tout le monde à savoir ce qui se passait, ce que les gouvernements faisaient en notre nom, était plus important. Et donc on était prêt à braver la loi, à être en infraction parce qu'il y avait un autre article de loi, un autre droit qui était plus important. C'est le même principe quand des personnes, par exemple, vont aider au nom de la solidarité des personnes qui sont en danger de mort, alors que la police leur interdit d'aider des migrants, par exemple. Donc c'est un principe contre un autre, une question que m'a posée la DGSI d'ailleurs. Et en fait, c'est très simple à comprendre parce que si moi, on m'arrête, si on trouve les sources, si on vient chercher mes documents chez moi, mais qui aura envie de transmettre encore des informations? Vous avez, vous, des informations sur les malversations de Dassault sur sa base pas loin d'ici? Est-ce que vous allez contacter un journaliste en sachant que derrière, elle va être perquisitionnée, que vous, peut-être aussi, vous allez être traqué et que vous, du coup, vous n'êtes pas protégé? Moi, j'ai une profession derrière moi, j'ai des syndicats, mais vous avez accès à ces informations, qui va vous protéger? Donc, en fait, en faisant ça, on terrorise tout le reste de la population qui a envie, pas de révéler des secrets d'État, pas de révéler tous les secrets diplomatiques, mais simplement de faire progresser un peu la société et de faire qu'on soit dans une démocratie vivante où on puisse contrôler ce que font les dirigeants, ce que font les entreprises, ce que fait l'usine d'à côté sur notre territoire. Oui, je pense que c'est vraiment important de garder en tête que ce qui est en jeu, c'est l'intérêt général aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, pas de secret des sources, pas de source, et pas de source, pas d'information. Et donc, c'est quand même dans l'intérêt des gens de savoir. Et de ce point de vue-là, il y a un parallèle à faire avec les lanceurs d'alerte aussi, où si on a donné un statut protecteur et des droits aux lanceurs d'alerte, c'est pas parce qu'on veut en faire des gens au-dessus des lois, c'est parce qu'ils agissent dans l'intérêt général quand ils font des révélations. Et ce serait, de ce point de vue-là, injuste que du coup leur vie soit fichue à partir de là et que du coup le lendemain plus personne ne voudrait être lanceur d'alerte et que tous les manquements qui pourraient avoir lieu dans des entreprises ou des administrations, toute la corruption, toutes les maltraitances en EHPAD ou que sais-je ne seraient jamais dénoncées. C'est la même logique que pour les sources. En fait, on protège des personnes à un moment précis parce qu'elles font quelque chose de précis, parce que c'est dans l'intérêt général que ces personnes-là soient protégées, parce que sinon demain l'info ne sort plus en fait. Et puis le but, c'est pas de blesser, de faire un scoop. Le but, c'est que l'État, les autorités s'interrogent et redressent la barre. Donc c'est d'améliorer la société. Le but, au départ, l'enquête, elle révèle quelque chose de négatif. Mais le résultat, à la fin, doit être positif. Si on est dans une démocratie fonctionnelle, où ensuite des députés, des associations, des syndicats peuvent s'emparer du sujet et faire avancer le débat. Merci beaucoup. Merci à vous, le public, d'avoir répondu présent. Merci.